C'est quoi qui vous plaît dans l'hôpital ? Le premier sujet, c'est le sens des missions. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on sait qu'on contribue au fait qu'il y a des gens qui rentrent malades, qui sortent guéris. Moi, je trouve que le fait que ce soit une organisation très humaine, c'est ça qui est aussi passionnant. Quand on est directeur d'hôpital, le sujet des achats, c'est pas le premier sujet. Le premier sujet de dépense, c'est la ressource humaine. Les gens, Et l'hôpital, c'est une structure très humaine. L'achat, c'est 30% du budget, de la dépense. Et quand on voit les choses fonctionner, on cherche toujours à dépenser le mieux possible. Et les procédures d'achat sont un levier de performance. Quand on a des hôpitaux qui décident de ne plus acheter de couches jetables, mais des couches renouvelables, on accompagne ces hôpitaux pour choisir les bons produits, choisir le bon fournisseur, acheter ces produits-là au meilleur prix. C'est un levier de transformation majeur. C'est peut-être le premier levier de transformation de demain de l'hôpital. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Pharma Minds. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'hôpital public avec Walid Benbrahim. Bonjour Walid. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui parce que déjà, vous avez un parcours qui est formidable, parce que vous avez été patron d'hôpital. Vous avez vécu aux premières lignes la crise du Covid et aujourd'hui, vous êtes donc le directeur général de la centrale d'achat, Uniachat. Donc c'est le premier groupement d'achat hospitalier en France. Je suis ravie parce que déjà je sais que les auditeurs fidèles de Pharma Minds me demandent tellement un patron d'hôpital que je suis ravie de pouvoir leur présenter ça, mais aussi aller un peu plus loin en parlant des achats, comme un levier de transformation de l'hôpital. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler d'innovation, mais aussi de souveraineté sanitaire et de décarbonation. Et de découvrir comment, en fait, les achats peuvent être aussi un moyen de redonner du sens aux missions hospitalières. Ambitieux. Oui. Mais pour commencer, Walid, j'aimerais peut-être que vous vous présentiez rapidement. Très bien, donc Walid Benbrahim, j'ai 39 ans, et donc je suis directeur d'hôpital. C'est mon métier d'origine depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai travaillé principalement à l'hôpital public depuis le début de ma carrière, en CHU, en centre hospitalier universitaire, en centre hospitalier comme chef d'établissement, avant d'arriver à Uniachat fin 2022. Donc une nouvelle vie. Uniachat, c'est un nouvel univers pour vous. C'est un nom que tout le monde connaît dans la pharma, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous voulez nous présenter en quelques mots, c'est quoi la mission ? C'est quoi priorité ? Ce qui était important pour moi, une nouvelle vie, et ce qui était important pour moi à Uniachat, c'était de poursuivre ma mission au service de l'hôpital public. Parce qu'en fait, Uniachat, ce qu'il faut comprendre, et s'il faut le résumer en une phrase, c'est un groupement d'hospitaliers qui travaille pour les hospitaliers. Et effectivement, c'était une structure très originale, parce que c'est une structure de coopération qui a été créée en 2005, il y a donc maintenant plus de 20 ans, qui a été créée par les hôpitaux pour leurs propres besoins, et pour en fait mettre en commun leurs besoins d'achat, et acheter ensemble plutôt que d'acheter chacun de son côté. Donc moi je trouve que l'idée est plutôt intéressante. La notion de coopération à l'hôpital public, elle est pas simple. C'est souvent même compliqué de coopérer à l'hôpital public. Et là, c'est vraiment un bel exemple de coopération qui dure dans le temps et qui a produit des résultats. Donc c'est une structure très originale et qui me permet moi de poursuivre mon action au service de l'hôpital public. Ok. Donc aujourd'hui, ça représente 8 milliards d'euros d'achat, 1500 centres hospitaliers qui s'y réfèrent. J'imagine que c'est monté en puissance progressivement. Comment ça s'est bâti ? Il y a 3 étapes dans l'histoire d'Uniachat. Il y a une première étape de construction et de montage initial qui était beaucoup autour des médicaments, des produits de santé. C'était la première mission d'Uniachat sur un modèle un peu artisanal, en disant l'idée, c'était que l'hôpital, un CHU dans un territoire, il achète des produits de santé, par exemple des médicaments dérivés du sang pour ses propres besoins. L'idée, c'est qu'il le fasse aussi pour les autres. D'accord. Voilà, ça s'est monté comme ça pendant une dizaine d'années. À partir de 2016, il y a un tournant qui est la création des groupements hospitaliers de territoire, qui là a fait que les hôpitaux se sont regroupés autour d'un établissement support, notamment pour acheter, ce qui a donné une nouvelle impulsion à Uniachat, notamment
parce qu'il a fallu adresser un public beaucoup plus large. Et il y a une très forte croissance d'Uniachat en nombre d'adhérents et en volume. Et puis là, depuis quelques années, on voit une troisième phase qui s'ouvre. C'est un élargissement très très fort des attendus qu'on a à Uniachat, et notamment des attendus de performance, qui ne sont plus uniquement la qualité au meilleur prix, mais une performance, on en parlera, durable, sociale, d'innovation, qui est attendue de la part des hôpitaux d'Uniachat. Ouais. Et du coup, vous, quand vous avez choisi de diriger Uniachat après votre expérience de direction d'hôpital, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous disiez, il y a la mission en fait de contribuer à l'hôpital, mais c'est quoi le fond? Pour moi, c'est un défi énorme. D'abord de réponse aux besoins des hôpitaux, parce que c'était en plein on sortait de la crise sanitaire. En 2022, on sortait à peine en 2022. La crise sanitaire, elle a duré 2 ans, donc il a fallu pendant cette période-là, on s'est rendu compte que l'achat et l'approvisionnement, c'était une fonction stratégique à l'hôpital. Et donc, c'était un énorme défi de prendre la tête du premier opérateur d'achat public dédié à l'hôpital. Et puis un défi aussi personnel, parce que moi, je suis chef d'établissement, je suis directeur d'hôpital. J'avais jamais dirigé de structure comme Uniachat. C'est quand même très différent, avec des équipes très expertes, un niveau aussi de déconcentration des équipes qui donne un rôle et une fonction managériale très compliquée. Donc voilà, c'était aussi un défi professionnel, et puis un peu... c'est atypique aussi, non? Très atypique, parce que des centrales d'achat, au sens classique du terme, il y en a d'autres, privés, publics. Mais là, c'est cette forme de groupement, de coopération qui fait vraiment la difficulté de l'exercice, mais aussi toute sa force et toute sa puissance. C'est-à-dire que faire coopérer des hospitaliers ensemble, moi, je trouve ça très, très, très puissant, complexe, mais très puissant. Donc Ok. Et vous, je veux dire, aussi atypique pour votre profil, parce que, en gros, vous n'aviez pas de modèle pour vous lancer dans quelque chose comme ça, mais vous vous êtes dit, j'ai quelque chose à apporter. Oui, en étant patron d'établissement. Oui, parce que à la fois, je pense que c'est important que ce soit un directeur d'hôpital qui dirige Uniachat. Et moi, je suis directeur d'hôpital parce que on sert les hôpitaux publics. Et c'est toujours le cas ou pas? Oui, c'est toujours été le cas. Il faut les comprendre. D'accord. Ça, c'était vraiment important. Et je pense que c'est important pour la gouvernance d'Uniachat et pour moi. Et puis, moi, j'ai toujours été intéressé par les relations entre l'hôpital et l'écosystème économique, industriel. Donc, je pense que j'avais aussi au fond de moi quelque chose à... Ok. Donc pour vous, la performance économique, ça a du sens? Oui, beaucoup. On utilise de l'argent public à l'hôpital. On utilise beaucoup d'argent public à l'hôpital. C'est plus de 100 milliards d'euros d'achat, d'euros de dépenses publiques à l'hôpital tous les ans, dont 30% de l'achat. Mais 100 milliards d'euros, c'est énorme. Et donc, oui, la performance économique, c'est pas un gros mot, c'est nécessaire. Et comment ça se traduit? Ça veut dire quoi? Alors d'abord, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que cette performance, elle doit être au service de la qualité des soins et de la sécurité des soins. Quand on est directeur d'hôpital, on est responsable d'un établissement, on a l'obligation d'organiser ça de manière sécure, qualité. Les patients qui rentrent, il faut qu'ils soient bien soignés en sécurité. Et puis une fois qu'on assure cette mission-là, l'objectif, ça va être de regarder comment l'argent est dépensé pour organiser les choses au mieux, pour acheter les meilleurs produits, mais aussi au meilleur prix, et donc d'essayer de trouver des leviers pour, comme ce qu'on peut faire dans notre budget, d'essayer de dépenser ce qu'il faut, là où il faut. Ouais. Et vous, l'expérience en tant que directeur d'établissement, vous disiez déjà les achats, ça peut être optimisé, c'est quelque chose où il y a un levier en fait de performance économique qui peut être travaillé? Oui, parce que déjà, alors, ce qu'il faut dire... Parmi le reste, en fait. Voilà, ce qu'il faut dire déjà, d'abord, ce qui est important de se dire, très honnêtement, c'est que quand on est directeur d'hôpital, le sujet des achats, c'est pas le premier sujet. Le premier sujet de dépense, c'est la ressource humaine. Les gens, Et l'hôpital, c'est une structure très humaine, donc il y a beaucoup de sujets organisationnels. Ça, c'est la préoccupation numéro 1. Mais quand même, l'achat, c'est 30% du budget, de la dépense. Et donc, on se dit, et quand on voit les choses fonctionner, on cherche toujours à dépenser le mieux possible. Et les procédures d'achat sont un levier de performance. Et je l'avais déjà effectivement identifié au moment de mes fonctions, que ce soit d'ailleurs en CHU ou en centre hospitalier. Et on y va direct sur un enjeu que vous devez avoir aujourd'hui aussi dans les achats, c'est les ruptures de stock. Je rentre directement dans le vif du sujet. Je ne sais pas si ça fait partie de vos priorités, mais comment vous regardez ça? Je pense qu'effectivement, la crise du Covid a accentué, a accéléré ces ruptures.
Comment vous voyez ça, oui? Alors, ce qui est important déjà, c'est que effectivement, la crise sanitaire c'est pas le moment où ça a été créé, ces ruptures et ces tensions d'approvisionnement. Ça existait avant. Ouais. Ça s'est révélé de manière très forte et très acutisée pendant cette période-là, mais les tensions, les ruptures, ça existait avant. Il y a et puis deuxième élément, c'est qu'il y a plein de facteurs qui sont responsables de ça. S'il n'y a pas une cause, sinon ce serait simple et on aurait réglé le problème. Et effectivement, c'est une priorité pour nous parce que quand on achète, notamment on est le plus gros acheteur de produits de santé dans le secteur public aujourd'hui en France et que les produits de santé sont très concernés par ces sujets de tension et de rupture, c'est une priorité stratégique pour nous, c'est évident. Donc on y répond de plein de manières différentes. On s'est réorganisé, on a changé nos techniques d'achat, Okay. On porte des projets importants pour les établissements. Et puis, ce qui est important aussi de comprendre, quand on regarde, je parle des ruptures en produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, c'est que la réponse, nous, on détient pas la clé de la réponse, même en étant le plus gros acheteur public en France. C'est à un niveau européen que ça se joue, à minima, parce que l'industrie pharmaceutique, elle est mondialisée, les acteurs sont mondiaux, les fabrications sont mondiales avec des circuits de production et de transport très, très complexes. Et donc, il y a une organisation mondiale qu'il faut trouver, européenne qu'il faut trouver à un niveau... Et du coup, c'est quelque chose que vous travaillez ? Oui, c'est quelque chose qu'on porte. On contribue aux travaux de la Commission européenne sur l'élaboration de normes, sur l'élaboration de stratégies d'achat à l'échelle européenne. Okay. Oui, c'est quelque chose qu'on porte parce que on a la conviction que c'est à ce niveau-là qu'on fera le plus bouger les choses. Avec d'autres centrales d'achat d'autres pays européens ? Oui, tout à fait. On a des travaux communs avec d'autres centrales. Et parce que il faut qu'on ait du volume pour pouvoir intéresser aussi les industriels. En fait, la mécanique, elle est assez simple. Je vais vous raconter une anecdote. On a visité une usine de production, une usine chimique dans le centre de la France. On a travaillé avec l'équipe qui nous a fait visiter l'usine de production. Et puis, à la fin, le directeur de l'usine nous dit « Mais c'est quoi vos besoins à Uniachat pour ce produit ?» Donc, on lui donne le nombre de kilos qu'on achète de ce produit par an. Et il nous dit, vous voyez, ce que ça représente aujourd'hui pour moi, c'est un baril. Il est là, si vous voulez, vous pouvez pas. Ce sera plus simple. Mais ça peut régler son problème. Ouais. Lui, il a besoin de débouchés. Et les débouchés, c'est à l'Europe. Ouais. C'est pas Uniachat qui va régler son problème. OK. Ouais, donc ça met vraiment en lumière de se dire que chacun se remet à sa place. Okay. On a, nous, une contribution à notre place. OK. Et vous pouvez un peu nous expliquer comment vous essayez, parce que vous dites que vous êtes réorganisé pour ces ruptures de stock. Comment vous avez choisi de regarder le problème différemment ? C'est justement peut-être ces visites sont des facteurs de compréhension, essayer de travailler au niveau européen. Est-ce qu'on peut avoir un peu des grandes lignes ? C'est à la fois du détail et très large, mais... La première chose, c'est que on met plus tous nos œufs dans le même panier. Ça, c'est la première chose, parce qu'on a suffisamment de volume pour se permettre d'acheter le même produit à des fournisseurs différents. Et ça, c'est la première grande rupture qu'on a opérée depuis maintenant 5 ans, où on fait ce qu'on appelle la multi-attribution, mais en fait, ça veut dire qu'on fait vivre plusieurs, on diversifie. Donc vous payez un peu plus cher ? Pas forcément, parce que justement, notre volume nous permet de négocier des prix intéressants tout en ayant diversifié nos volumes. Ça, c'est le premier levier. Et puis le deuxième levier qu'on mobilise et qu'on souhaite mobiliser dans le cadre des projets qu'on porte, c'est de s'occuper de l'approvisionnement. C'est-à-dire que on regarde aujourd'hui l'achat. Demain, ce qu'on veut aussi faire, c'est s'occuper de l'approvisionnement, c'est-à-dire regarder ce qui se passe entre le moment où l'hôpital commande le médicament et le moment où il est livré. Et d'utiliser, comme on a utilisé la mutualisation des besoins pour acheter en commun, mutualiser nos besoins pour organiser l'approvisionnement en commun. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout organisé en commun. Chaque hôpital le fait de son côté. Nous, on veut le faire en commun pour justement, rationaliser d'un point de vue économique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des... C'est les stocks, en fait, c'est la gestion des stocks, c'est ça ? Déjà les commandes. Aujourd'hui, vous avez des hôpitaux qui ont des dizaines de milliers de commandes par an. Il y a plus de 100 commandes par jour sur certains hôpitaux. Donc, il faut qu'on rationalise un peu ça. Et puis, deuxièmement, sur l'organisation de la distribution, aujourd'hui, chaque industriel livre à un hôpital, les hôpitaux les uns à côté des autres. Nous, on veut organiser ça de manière un peu plus rationnelle. Ça va faire des économies. Donc, là aussi, c'est notre objectif, c'est notre ADN. Et puis, ça va nous permettre aussi de constituer des stocks en propre pour les hôpitaux de manière sur des molécules critiques qu'on a identifiées pour ne plus se retrouver dans des situations de crise comme on peut se les retrouver.
Donc, c'est les deux grands leviers. D'accord. Et donc, ça m'intéresse, cette histoire du coup de traçabilité, d'organisation, de logistique, parce que c'est des choses... moi, j'ai plus l'habitude d'entendre ça du côté des officinaux de ville. Oui. Et des laboratoires. Mais du coup, vous vous inspirez aussi de ce qui se fait bien ou pas bien en ville, ou vous en parlez? Comment c'est très différent et il n'y a pas de pont? Non, c'est très similaire. Il y a beaucoup de similitudes. Il n'y a pas de fonction de grossiste répartitoire à l'hôpital. Et on ne veut pas copier-coller cette fonction, mais on veut s'en inspirer. Et se dire, pourquoi on n'aurait pas un opérateur ou plusieurs, pas obligé de le faire tout seul, qui centralise les commandes des hôpitaux, organise la distribution et leur met à disposition des stocks tampons quand on en a besoin sur certaines molécules. D'accord. Vous êtes sur les histoires aussi de puces RFID, des choses comme ça, être capable d'avoir de la traçabilité? Oui, c'est la traçabilité. Les métiers de la logistique, là aussi, nécessitent, et la fonction approvisionnement nécessite une bonne connaissance de là où sont les produits à tout moment. Donc, on embarque ça, évidemment. Et donc, ça fait partie des lignes, en gros, de coûts aussi supplémentaires que vous travaillez? Les dépenses, ça coûte plus cher forcément d'organiser tout ça, Oui, alors ça coûte plus cher, mais ça permet aussi de faire des économies. Et en fait, les économies qu'on va faire en mutualisant un certain nombre de fonctions d'approvisionnement qui sont aujourd'hui, alors c'est pas les hôpitaux qui gèrent ça aujourd'hui, c'est complètement en dehors du spectre des hôpitaux, va nous permettre de... Non, c'est pas nous. Aujourd'hui, c'est fait par les industriels. Et donc, nous, on veut organiser cette fonction-là pour la rationaliser et puis se permettre d'avoir des stocks supplémentaires, de la traçabilité qui coûte un peu plus, mais qu'on peut se payer si on fait des économies par là. D'accord. Un autre sujet hyper intéressant, je pense, dans ce que vous faites, c'est même si par exemple, le prix des médicaments ou les achats de médicaments innovants se font pas forcément en direct par vous, la fixation des prix. Comment vous regardez ça? Comment vous regardez l'innovation? Comment vous accompagnez ça? La première chose pour nous, c'est que le modèle français, tel qu'il est fait, il est basé sur la capacité... parce que l'innovation, elle se paye. Les industriels font la recherche et le développement. Donc, à un moment donné, un médicament innovant, il est cher. C'est normal. Donc, nous, la première chose qu'on regarde, c'est notre capacité à faire baisser les coûts pour les hôpitaux, notamment en allant traquer les chutes de brevets. Ça, c'est un sujet qu'on fait au quotidien, d'aller regarder le brevet de telle et telle molécule. Dès que le brevet tombe, entre guillemets, nous, même en amont, on va solliciter des génériqueurs, on va leur dire, attention, il y a tel et tel brevet, on est intéressé, si le jour où, etc., est-ce que vous reprenez la production? Comme ça, le jour où le brevet tombe, mais c'est vraiment quasiment le lendemain, on publie un appel d'offres pour que les génériqueurs puissent répondre et faire baisser les prix de manière drastique. Ça permet aux hôpitaux de se payer l'innovation, parce que l'innovation, elle se paye. Et puis ensuite, effectivement, nous, on accompagne, là aussi, par des techniques achats qui permettent aux hôpitaux d'avoir, là aussi, dès qu'elle sort, tous les médicaments avec les accès compassionnels, les accès précoces. Dès qu'un médicament est disponible, soit sur le marché ou même parfois en amont de sa commercialisation, il doit être disponible à une IHA pour les hôpitaux pour qu'ils puissent... D'accord, pour des essais ou comme ça. Puissent l'utiliser, tout à fait. Ok. Et dans votre portefeuille d'achat, avant que ça soit génériqué, du coup, il y a quand même 5-10 ans où le produit va être va coûter en fait cher pour l'hôpital. Comment vous regardez ça? Est-ce que vous... après que ça sorte des essais cliniques ou d'un accès compassionnel, je sais pas, vous avez une stratégie particulière ou une manière de regarder? Non, parce que le prix, à partir du moment où une molécule est en monopole, ce qui est la plupart du temps, ces molécules-là sont en monopole sur leur segment, la discussion, elle n'a pas tant lieu sur le prix que sur les modalités logistiques, par exemple, qui accompagnent. En disant, si on arrive à dire à l'industriel qu'on lui garantit un certain volume avec le moins de commandes possibles par an pour essayer d'éviter justement les coûts logistiques, on va négocier des remises de fin d'année qui vont aller directement être remisées pour les hôpitaux. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on regarde. Le médicament innovant, à partir du moment où il est en monopole sur un segment, on a moins de marge de manœuvre à négocier. D'accord. Donc vous essayez de les intégrer, vous essayez de les mettre en fait dans la panoplie du médecin. Oui, nous, notre responsabilité... En utilisant les leviers que vous avez à dispo, quoi. Voilà, notre responsabilité, c'est qu'à partir du moment où un hôpital nous dit « ce médicament, on en a besoin pour soigner nos patients », nous, on ne regarde pas si on doit le mettre ou pas. On dit « ok, on le prend, on le met à disposition ».
sous telle et telle forme, avec voilà, discussion qu'on a avec les industriels, c'est sur, un, le prix, quand on peut pas toujours, deux, les modalités de mise à disposition, les conditions de mise à disposition de ce médicament, notamment logistique. Ok. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une transformation réussie grâce aux achats, quelque chose qui a été, qui a eu peut-être un impact concret pour les soignants? Moi, j'aime bien donner l'exemple de le sujet de la transformation écologique. Pour moi, est un vrai sujet qui est en cours, en fait, et qui est devant nous, et dans lequel la fonction achat a un vrai impact. Aujourd'hui, ce qui est souvent présenté comme un paradoxe, l'achat, c'est 30% des dépenses d'un hôpital et 50% du bilan carbone. Donc c'est une responsabilité énorme qu'on a. Et donc, au travers d'une façon d'acheter différente, une façon d'utiliser les produits et d'acheter les produits de manière différente, on peut avoir un vrai impact de transformation écologique, et on a des très beaux projets, notamment de transformation écologique dans des blocs opératoires ou dans des secteurs très spécifiques, dans des maternités, sur lesquels la fonction achat va amener une vraie transformation au service des soignants. Ok, par exemple? Eh ben, quand on a des hôpitaux qui décident de ne plus acheter de couches jetables, mais des couches renouvelables, comment on accompagne ces hôpitaux pour choisir les bons produits, choisir le bon fournisseur, acheter ces produits-là au meilleur prix, parce que ça va coûter peut-être un petit peu plus cher. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les projets des hôpitaux qui veulent changer leurs pratiques en profondeur, ou supprimer tel et tel type de produit à usage unique au bloc opératoire. Il faut qu'on les accompagne à identifier quelles entreprises peuvent répondre à leurs besoins et sous quelles conditions. Parce que eux, du coup, vous fonctionnez, eux, en gros, ils vous sollicitent, ils vous demandent en fait des axes d'action, des solutions. Tout à fait. Ouais, l'hôpital est prescripteur en fait de l'acte d'achat, et nous dit on a un beau projet d'un green block, où le bloc opératoire de tel hôpital veut transformer ses pratiques pour réduire ses déchets. Sur tel et tel produit, on a identifié qu'il y avait beaucoup de déchets. Comment vous pouvez nous aider à acheter des produits qui génèrent moins de déchets? Voilà. Et puis nous, on les accompagne. Vous faites un sourcing. Projet, exactement. Ok. Donc du coup, la décarbonation, vous l'intégrez dans vos stratégies achats? Ah oui, elle est vraiment pleinement intégrée. Aujourd'hui, on a 70% de nos marchés, des marchés qu'on a passés en 2024, ils intègrent une clause ou un critère environnemental, vraiment intégré dedans. Et ça va même plus loin, puisque sur certains marchés, on commence maintenant à intégrer la mesure de l'impact carbone d'un produit. Et on compare des produits en fonction de leur impact carbone. Ça, c'est très puissant, parce que ça peut amener parfois jusqu'à 10 ou 15% de la note finale, qui peut amener à choisir ou ne pas choisir un produit parce qu'il est trop carboné par rapport à un autre. Ok. Et vous dites que c'est que le début? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience depuis 3 à 4 ans de cette nécessité de transformation écologique. Et pour l'instant, on en est uniquement, quasiment, à regarder ce que les entreprises font autour de la transition écologique, leur politique RSE, etc. Et pas encore sur les études d'impact. C'est-à-dire quel est vraiment l'impact de ce médicament sur le bilan carbone de l'hôpital. Nous, on a commencé à le faire, et ça, c'est que le départ, parce que c'est un sujet qui est très important pour les directions d'établissement, et puis pour tout le personnel aussi, parce que ça redonne du sens aux missions des soignants. Et c'est un sujet qui est extrêmement consensuel à l'hôpital. Vous prenez de l'aide-soignante à l'infirmière, au médecin, au directeur, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut transformer les choses de ce point de vue-là. C'est assez rare, des sujets à l'hôpital. On n'a même pas beaucoup. C'est ça qui est dur. Ah oui, c'est très difficile. C'est très difficile, mais l'hôpital, c'est une somme d'individualité forte, avec des intérêts parfois différents, souvent convergents quand même. C'est quand même... Heureusement, on est là pour le patient, et c'est quand même ça qui marche. Mais parfois, pour transformer, pour changer les choses, il faut avoir des vecteurs de changement qui soient consensuels, et il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quelque chose que vous voyez en tant que patron d'établissement, j'imagine? C'est quelque chose que aujourd'hui vous devez passer encore à un niveau supérieur pour mettre d'accord des différents établissements? Oui, c'est vrai que
à un niveau national comme l'est aujourd'hui une IHA, nous, notre responsabilité, c'est de proposer des solutions qui vont convenir à la majorité d'établissements. Après, on sait aussi faire des choix et puis on sait aussi être innovant et à se dire à un moment donné, ce sujet-là, on y va parce qu'on est convaincu qu'il faut y aller. Ouais. Mesurer l'impact carbone d'un médicament, on va être les premiers à le faire cette année et il faut qu'on y aille. Okay. Et ça, nous, on a un rôle aussi de précurseur. D'accord, ouais, pour dérouler et avancer en fait. Oui. Bon, notre sujet, je pense, qui peut-être remporte la majorité des intentions, c'est la souveraineté sanitaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez aussi? Comment? Oui. Alors, on a parlé des ruptures de... Ouais, la souveraineté, c'est une thématique un peu plus complexe que celui de la décarbonation. Pourquoi? Parce que pour nous, en tant qu'acheteurs, la souveraineté, c'est jamais une fin en soi, seule. Ça doit être un levier pour arriver à d'autres fins. Nous, l'objectif, quand on est acheteur, hein, bien sûr, on se place de notre point de vue, c'est que les produits soient de bonne qualité, au meilleur prix, soient là, ouais. Voilà, sécurité des approvisionnements, et aussi avec un impact carbone le moins possible. Donc, ça, c'est nos objectifs. La souveraineté, c'est pas un objectif de l'acheteur. Par contre, on peut arriver, en travaillant la souveraineté, à avoir des produits moins chers, des produits plus disponibles et des produits plus verts. Voilà, en fait, la souveraineté, c'est un levier au service d'autres objectifs. Mais c'est un levier important, en partant d'un principe aussi simple, que là aussi, le sujet, il est jamais... il faut jamais le prendre de manière simpliste. Aujourd'hui, 80% des matières premières qui servent à fabriquer les médicaments sont faits en Chine ou en Inde. On n'arrivera pas, dans les 5, 10 ans, même 15 ans ou 20 ans à venir, à reprendre tout et avoir notre indépendance sur tout. Donc il faut qu'on ait aussi une approche pragmatique et on fait ce sur quoi il faut qu'on aille le plus en priorité. Donc notre première action, c'est de dire c'est quoi nos priorités. Et ça, on les définit avec les médecins hospitaliers, avec les pharmaciens hospitaliers. On a dans le panel des médicaments, on regarde où est-ce qu'ils sont produits, de qui on dépend, et sur ces médicaments-là, ces médicaments prioritaires, comment on arrive à être moins dépendant des autres et plus sécuriser l'approvisionnement. C'est ça pour nous la souveraineté. C'est pas n'importe quelle usine ou n'importe quel projet d'usine en France ou en Europe qu'on va soutenir les yeux fermés parce que par principe une usine en France c'est bien. Non. On sait qu'il faut qu'on concentre, qu'on priorise nos moyens sur là où il y a un vrai impact et là où il y a des vrais besoins pour les hôpitaux. Et il y a quand même le sujet du prix, enfin avoir le meilleur prix quand c'est fait en Europe, c'est pas... C'est pas forcément évident, mais c'est pas forcément non plus très cher ou beaucoup plus cher de fabriquer en Europe. Ça, c'est aussi une idée reçue où on arrive à relocaliser un certain nombre de filières à des prix qui sont ou qui deviennent très compétitifs. Parce que là aussi, nous, on joue sur du moyen-long terme. Quand vous créez une usine, vous réindustrialisez en France, peut-être que les 2, 3, 5 premières années, oui, le produit va être cher parce qu'il faut réacquérir du savoir-faire, il faut réacquérir de la compétitivité. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est faire des champions européens. Comme je vous disais tout à l'heure sur le chimiste qui me dit, moi, je vous donne le baril si vous voulez, vous partez avec parce que vos besoins sont petits. Eh ben nous, ce qu'on veut, c'est ça aussi. Donc, on peut être prêt, c'est ce qu'on explique aux hôpitaux qui le comprennent assez bien, à payer un peu plus cher un produit pendant un temps donné, quitte à avoir derrière un champion européen ou mondial qui exporte et qui, du coup, rééquilibre ses prix au niveau mondial 4 ou 5 ans après. Et ça, c'est une stratégie de moyen terme qui, à notre sens, est payante. Ouais. C'est quoi votre échelle? Je peux demander un peu l'échelle de temps sur laquelle vous travaillez, ce que vous avez en tête? Parce que on peut avoir souvent en tête des échelles de temps très courtes et de se dire, en fait, ça peut changer de cap très vite. Mais du coup, sur quoi vous appuyez? Là, pour l'instant, nous, on travaille sur des marchés. En général, le marché dure 3 ou 4 ans. Donc, on raisonne sur cette échelle de temps-là à peu près. On est en train de définir nos orientations à l'horizon de 2030. Voilà, c'est 4-5 ans. Ça peut pas être moins parce que l'achat, c'est un acte qui doit être réfléchi, qui doit être pensé, on peut pas juste, l'achat compulsif, c'est pas très bon. Pour nous, on le sait, donc pour les hôpitaux encore moins. Il faut penser, réfléchir à la stratégie. Quand on commence à réfléchir aujourd'hui, par exemple, on est en train de réfléchir et de lancer même les appels d'offres
qui auront un effet en 2026. D'accord. Voilà, les marchés de médicaments qui sont publiés en avril 2025 à une IHA, c'est des marchés qui prendront effet le 1er janvier 2026. Ouais. Donc, il y a une échelle de temps, c'est minimum 1 an, jamais à moins d'1 an, et à 4-5 ans, c'est mieux. D'accord. Bon, et dans un contexte actuel géopolitique qui est tendu, ça vous rajoute aussi des tensions sur les approvisionnements. Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que vous voyez un peu le temps long? Comment vous arrivez à la fois à vous projeter sur ces échelles de temps? Et puis, je sais pas, on a des discussions aussi sur des droits de douane, des choses importées. Comment vous réagissez face à tout ça? Ce qui est pas simple, je pense. Non, c'est pas simple. Pour personne. Hein. Non, voilà. En fait, le premier principe qu'on a, c'est de garder la tête froide et d'être pragmatique. C'est-à-dire que on essaye de pas réagir sur réagir. On suit tous l'actualité, on voit les annonces du matin, là, sont pas celles de l'après-midi ni du soir. Ce qu'on essaye, c'est de regarder les choses à froid, en tout cas en gardant la tête froide, et d'essayer d'anticiper sur du moyen long terme. Ouais. Quand on voit, en fait, on connaît nos risques. Et ça, c'est le premier sujet, c'est que on sait les produits sur lesquels on est plus en dépendance côté États-Unis, côté asiatique, ou dans d'autres zones. Et donc, on sait où sont les risques. Et là-dessus, notre premier réflexe, c'est de discuter avec les industriels qui, eux, sont implantés. Donc, depuis quelques semaines, on discute beaucoup avec les industriels américains. On demande comment ils perçoivent les choses, quelles sont leur vision, leur stratégie à moyen long terme. Quand on a des sujets sur l'Asie, on discute avec les Asiatiques, etc. Et puis, on essaye d'anticiper au maximum, mais surtout en gardant la tête froide, on donne pas des coups de barre à droite, à gauche, parce que c'est un gros navire qui se manie pas comme voilà, ça se manie pas comme ça. Et on essaie d'éviter les coups de barre trop brutaux, de garder la tête froide et d'anticiper. D'accord, de voir un peu plus au-delà de l'horizon, quoi. Oui, c'est ça. Puis au final, c'est des choses, c'est un peu, il y a des choses qui relèvent de l'écume également. Donc voilà, on essaie de pas trop commenter l'actualité et d'essayer de garder un cap et la tête froide. Ok. Et dans les autres types d'achats, il y a tout ce qui est lié à la technologie aussi, aux outils d'IA. Oui. Ça aussi, je pense qu'il y a des choses que vous devez commencer à acheter. Et comment vous percevez ça? J'aimerais comprendre comment vous travaillez en fait avec les médecins aussi pour les accompagner, pour vous dire, est-ce que vous vous dites aussi que c'est votre rôle de les aider à monter en puissance avec ça? Oui. Alors moi, l'IA, c'est un truc en plus personnellement qui me passionne. Je trouve que c'est une révolution qui est devant nous. C'est en train de changer le monde et on a la chance de le vivre. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, au-delà de mon appétence personnelle pour le sujet, on a une vraie responsabilité parce que c'est quelque chose qui touche tous les secteurs de l'hôpital, la médecine, mais aussi toutes les fonctions support, y compris pharmaceutiques, et sur lequel il y a une croissance de l'offre, une évolution de l'offre qui est exponentielle. Ça va très très vite, ça va trop vite en fait. Et aujourd'hui, on voit certains hôpitaux, certains très gros hôpitaux qui nous disent mais en fait, on est dépassé par la vitesse à laquelle ça va. On a plusieurs centaines de solutions qui sont déjà implantées dans l'hôpital de manière détournée, sans qu'on ait la maîtrise du process sauvage ou shadow adoption, parce que on dit on n'a pas envie de dire vraiment qu'on utilise l'IA, ou alors on l'essaye puis on se prend un petit abonnement perso pour aller bidouiller dans son coin, mais on sécurise pas la donnée. Voilà, il y a quand même des enjeux majeurs. Donc nous, on se positionne de manière très large en disant on ne veut pas juste être un catalogue de solutions en disant voilà, telle et telle solution sont référencées, allez-y, vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais on a à cœur d'expliquer ce qui se passe. Donc on a des experts à une IHA qui sont spécialisés en IA, qui décryptent les solutions, leur arrivée sur le marché, les enjeux d'éthique, de sécurité, notamment des données. On a ensuite un rôle effectivement formé aussi, c'est ça, de formation, même si on n'est pas organisme de formation, mais on sait un peu à la limite en fait, sensibilisation. Et notamment, on sensibilise beaucoup les dirigeants. Parce que moi, je considère personnellement que les dirigeants hospitaliers, mais pas que, doivent avoir ont un vrai rôle d'utiliser l'IA dans le bon sens, de structurer des choses pour en faire vraiment des outils impactants. Deuxième élément, c'est qu'on met à disposition des outils. Ça reste notre rôle de centrale d'achat, de dire, oui, il y a certains outils qu'on a référencés parce qu'on les a évalués, on sait que la solution est bonne, elle est sécure, vous pouvez l'utiliser pour tel et tel domaine.
Et puis le troisième point, c'est que on évalue et on va évaluer progressivement l'impact de l'arrivée de l'IA. Quelles sont les solutions qui sont utilisées? Est-ce que ça marche ou pas? Parce qu'il y a des promesses sur certaines solutions, mais il faut qu'on aille au-delà de l'effet gadget. Et puis, quels sont les besoins aussi des hôpitaux? Parce que on peut avoir aujourd'hui des besoins qui sont pas du tout couverts dans un secteur d'activité donné, où il y a besoin de main-d'œuvre, où il y a besoin de productivité. Et ça peut aussi orienter l'offre pour les industriels. Ok. Donc, vous le voyez aussi comme un levier de transformation. Ah oui, c'est un levier de transformation majeur. C'est peut-être le premier levier de transformation de demain de l'hôpital. C'est l'IA. Ça va pas substituer, mais ça va augmenter les gens. Ça va augmenter la capacité de travail des médecins, la capacité de travail des soignants, de tous les process administratifs. Et c'est un vrai levier de transformation. Et je pense le premier dans les 5-10 ans à venir. Et pour le coup, les gens sont peut-être moins, je sais pas, intéressés que vous ou unanimes ou pas? Non, il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt parce que il y a encore une fois. En fait, ça demande, voilà, cette étape de faut faire 2 pas en arrière pour se former et oui. On est déjà sous l'eau et c'est déjà voilà. Oui, alors ça beaucoup. C'est effectivement et il y a ça beaucoup à l'hôpital, c'est qu'on est dans un rythme. C'est un peu une essoreuse, l'hôpital, la machine à laver, on est tout le temps dedans, et donc de prendre du recul sur ce qui arrive, c'est compliqué. En même temps, je pense que beaucoup d'hôpitaux et d'hospitaliers ont vu le potentiel de gain de temps, et on cherche du temps à l'hôpital. Il y a un potentiel de gain de temps avec l'IA. On organise une conférence à destination des dirigeants hospitaliers dans quelques jours à Paris. Là, on a clôturé les inscriptions sans faire de pub en 3 jours. Voilà. Ça va très vite et les gens sont très intéressés. D'accord. Peut-être pas autant que moi, parce que moi, je suis intéressable. Vous êtes bon public. Mais et du coup, on peut avoir des exemples, je sais pas, pour aller un peu plus dans le détail, pour se rendre compte, gagner du temps, c'est pour qui, c'est pour quoi faire, c'est comment on le fait pas au détriment du patient. Oui, justement. Et ça, je pense que c'est important. C'est que la promesse aussi de ça, c'est qu'on réinvestit du temps humain au service des patients. Quand on a une intelligence artificielle qui est capable d'écouter une consultation pour en faire un compte-rendu synthétique à l'issue, c'est une vraie promesse de temps administratif médical qu'on économise. Ou de pré-analyser des images. L'imagerie, c'est le secteur où il y a aujourd'hui le plus d'IA qui est implanté. De pré-analyser ces outils-là, ces images-là, pour faciliter le travail du médecin qui n'a plus qu'à valider ou regarder le pré-diagnostic fait par l'IA, c'est hyper, c'est gagnant pour le médecin et pour le patient. Ok. Ouais, pour le flux aussi. Exactement. Une question sur les acteurs en fait qui travaillent avec vous. Comment, par exemple, vous coordonnez vos actions avec le CEPS ou d'autres acteurs? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment ça, de découvrir comment ça fonctionne? Quel lien vous avez? Oui, alors le CEPS s'occupe de la régulation financière du médicament plutôt et du DM en ville. Oui, c'est Comité économique des produits de santé, plutôt sur la ville, sur le marché hospitalier. On se parle de manière très pragmatique et régulière. On discute ensemble. On a des réunions régulières avec la gouvernance du CEPS pour partager nos enjeux, nos priorités, nos actions. Et essayer de se coordonner, parce qu'on a des enjeux communs. Oui, parce qu'après, du coup, il y a des liens aussi ville-hôpital. Des liens ville-hôpital. Qui se trament dès les achats. Qui se trament dès l'achat, avec là aussi des liens très forts avec la Caisse nationale d'assurance maladie, qui aussi est le payeur. Donc c'est important qu'ils aient aussi une vision là-dessus. Ce qui se raconte les autres là-bas. Voilà, exactement. Donc voilà, on a des points de contact, des points réguliers, on partage nos enjeux, nos actions. On coopère. Ok. Il y a un type de professionnels de santé qui sont les pharmaciens hospitaliers. Comment vous travaillez avec eux aussi? Alors, les pharmaciens hospitaliers, on travaille de manière très étroite, puisqu'on est... Ouais, c'est eux qui demandent aussi ce qu'ils ont besoin. C'est nos prescripteurs, nos adhérents premiers. C'est à leurs besoins qu'on doit répondre en particulier. C'est vos premiers clients? Oui, avec... alors, on n'aime pas trop le mot client. À IHA, on préfère le mot adhérent. D'accord. Mais oui, c'est nos premiers adhérents, puisqu'on achète beaucoup de médicaments, et donc c'est pour eux qu'on le fait. On coopère de manière très étroite au quotidien. Déjà, les pharmaciens hospitaliers, ils sont à une IHA, puisque soit ils participent, tous nos acheteurs de médicaments sont des pharmaciens, et des pharmaciens hospitaliers, et puis ils contribuent aussi à toute ce qu'on appelle nos groupes experts, nos réseaux
fait, avec lesquels on travaille. Mmh. Et puis après, nous, on travaille beaucoup aussi avec les pharmaciens pour leur faciliter la vie et leur mettre à disposition. Par exemple, on a créé depuis 2 ans un outil qui va permettre de suivre les ruptures de produits de santé et de leur éviter d'aller chercher à chaque fois qu'il y a un produit qui est en rupture, d'aller chercher la substitution, d'aller chercher exactement. Et donc, voilà, on travaille aussi sur des outils qui leur facilitent le quotidien. Et quand on travaille sur un projet d'approvisionnement dont je parlais tout à l'heure, c'est un projet qui va redonner du temps aussi aux pharmaciens qui passent aujourd'hui beaucoup de temps à gérer la logistique avec les fournisseurs. Donc là, si on peut leur dire, attendez ça, on va s'en occuper, on va le faire pour vous en fonction de vos besoins, et vous serez regardant, parce qu'on est un GCS, un groupement de coopération sanitaire. Donc vous pouvez, dans nos instances, dire non, mais là, on veut plutôt ça que ça. Et ça va leur donner du temps pour faire la pharmacie clinique, la conciliation médicamenteuse. De temps pharmacien, à l'hôpital, on en a beaucoup, beaucoup besoin. Ouais, c'est ça. Eux aussi, manquent de temps. Et c'est quoi les perspectives, du coup, pour eux, s'ils gagnent du temps, qu'est-ce que... Pharmacie clinique. Pharmacien, quand j'étais chef d'établissement, on avait ces discussions-là avec l'équipe de pharmaciens. On disait le pharmacien a sûrement beaucoup plus d'utilité en dehors de la pharmacie et dans les services, avec les équipes médicales. Voir ce qui se passe au pied du patient. Voilà, de la conciliation médicamenteuse avec les équipes soignantes pour les aider, les orienter aussi dans la façon dont le médicament est administré par les équipes soignantes. Non, il y a vraiment un gros... Parce que, ça rejoint le sujet, en fait, des ou interactions médicamenteuses ou... Oui. C'est un enjeu de qualité de sécurité des soins, d'ailleurs, parce qu'effectivement, on sait qu'à l'hôpital, il y a on administre énormément de médicaments, on consomme beaucoup de médicaments, on donne des médicaments aux patients, et donc moi je trouve ça plus efficace d'avoir un trio médecin, pharmacien, infirmière qui s'occupe de ces sujets-là, que juste d'avoir le médecin et l'infirmière avec le pharmacien qui est en train de gérer les ruptures de stock de la pharmacie. Dans le sous-sol. Oui, souvent en plus. Les pharmacies sont souvent en sous-sol en plus. Donc les pharmaciens, ils préfèrent monter dans les étages. On les comprend. Ouais. Est-ce que vous avez à nous partager des méthodes d'achat dont vous êtes particulièrement fiers ? On a parlé déjà de pas mal de choses, mais... Oui, on a... alors, nous, on a... il y a plusieurs sujets. Le premier, ce que je trouve moi très intéressant, c'est la technique qui est dite de la multi-attribution, c'est-à-dire de pouvoir, sur un même besoin, découper la France, entre guillemets, en 2 ou 3 morceaux et de dire, bon, le fournisseur X va livrer l'Ouest, le fournisseur Y le Nord, le fournisseur Z le Sud, ce qui permet, avec un principe aussi, ce qui est important, de solidarité entre eux. C'est-à-dire que quand le fournisseur Y est défaillant, c'est le X qui prend le relais. Et ça, c'est assez puissant, notamment dans les techniques d'achat de médicaments et pour lutter contre les pénuries. On a aussi, là aussi, toujours dans l'optique de lutter contre les tensions, les systèmes qu'on appelle le système d'acquisition dynamique. Là, on a été les premiers en France à l'utiliser, notamment pour les produits de santé. C'est un système qui nous permet de faire rentrer sur un besoin donné des fournisseurs en cours d'exécution de marché. J'ai un marché de médicaments Y pour 4 ans, le fournisseur est défaillant, je n'ai pas besoin de republier le marché pour faire rentrer un nouveau fournisseur. Grâce à ce système d'acquisition dynamique. Je simplifie. On trouve quelqu'un, c'est ça On trouve quelqu'un dans un pool de fournisseurs qu'on a présélectionné. C'est un peu ça l'idée. Simplifier, ma directrice juridique s'arracherait les cheveux si elle m'entendait dire ça, mais voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire en gros avoir un plan B, quoi. Voilà. On a un pool de fournisseurs qu'on sélectionne sur des critères précis, parce qu'on peut pas présélectionner n'importe qui, et on sait qu'on peut aller les chercher en cas de défaillance de là. Ok. Il y a un truc intéressant dans ce que vous dites sur découper la France et faire des zones. Je pense que vous avez une grande expérience aussi du local. Ça, de localement, apprendre au centre, du coup, à travailler ensemble localement et à devenir un peu plus résilient, parce que construisent un peu aussi un écosystème. Oui, en fait, ça, c'est une très grande force du NIHA, c'est qu'on a un ancrage territorial très, très fort. Nos équipes
Nos équipes sont très implantées dans les hôpitaux, sont dans les hôpitaux. Vous avez, ok. On a des équipes, on a 14 sites D'accord. en France, dans les CHU et centres hospitaliers. Qui font quoi, du coup? Qui achètent. Ce sont les acheteurs qui font les appels d'offres. Et donc, quand un pharmacien fait un appel d'offres d'anti-infectieux pour la France entière, il est au CHU de Toulouse, il est dans les locaux du CHU de Toulouse, il va travailler avec les médecins du CHU de Toulouse, les pharmaciens du CHU de Toulouse, et c'est extrêmement puissant. Ça nous permet d'être vraiment connectés aux besoins de l'hôpital. On en a parlé aussi, mais comment vous accompagnez les établissements dans la mise en place de ces marchés? Je sais pas s'il y a on a dit aussi pas mal de choses, mais pour comprendre aussi à quel moment, en fait, il y a d'abord, j'ai bien compris, en gros, ils peuvent se manifester pour dire ce dont ils vont avoir besoin, mais il y a aussi On va les chercher aussi. Ouais. Vous allez les chercher, ok. On va les chercher, on va leur proposer. On a des équipes sur le terrain également, plutôt des équipes mobiles sur le terrain, enfin, en tout cas qui couvrent un territoire donné et qui accompagnent les hôpitaux en leur disant déjà regardez, on a aujourd'hui tel et tel marché qui peuvent répondre à vos besoins. Donc voilà, on fait on fait la promotion entre guillemets des marchés qui existent à une IHA, et puis qui aide aussi à prendre en main, parce que parfois, nos marchés sont pas toujours très simples, notamment pour les petits établissements, à prendre en main, à mettre en place. Il faut de la ressource pour faire une quantification, définir son besoin ou mettre en place les éléments de suivi de marché. Et puis, on accompagne aussi les hôpitaux dans le suivi d'exécution. C'est-à-dire que l'hôpital va exécuter le marché, c'est-à-dire il va faire les bons de commande, se faire livrer. En cas de besoin, en cas de litige avec le fournisseur, on a aussi cette équipe qui est en capacité d'accompagner les hôpitaux pour essayer de régler le sujet avec le fournisseur. Et ça, c'est très apprécié des équipes. C'est un service qui est très, très demandé. S'ils ne reçoivent pas les bons ou pas. On ne reçoit pas le bon produit dans les temps. On a un fournisseur parfois qui va être défaillant pour plein de raisons. Voilà, ça peut arriver. Et tout ça, on aide les hôpitaux à gérer ces sujets-là avec les fournisseurs. Et du coup, vous avez un rôle aussi de faire en sorte que l'offre de soins soit aussi assez homogène sur le territoire, parce que du coup, si vous faites la promotion de vos marchés, vous incitez à ce que tous trouvent un peu, en fonction des spécialités. Oui, alors nous, on est là. Je dirais pas qu'on a un rôle ou une responsabilité. L'offre de soins, elle est vraiment, c'est les hôpitaux qui la définissent. Les services, Mais nous, en tout cas, on est là pour les aider à ce que ça tourne. Quand ils ont décidé que il y a telle activité qui devait tourner avec un besoin de matériel, on est là. J'aimerais revenir sur cette expérience à l'hôpital pour justement utiliser votre connaissance, votre recul pour peut-être déjà commencer par comprendre, je sais pas, en 15 ans de carrière, qu'est-ce qui a le plus changé pour vous dans l'hôpital depuis 10 ans? Je sais pas si c'est quelque chose qui a changé, c'est peut-être quelque chose qui s'est accentué. Je vois, moi, un espèce de fossé qui se crée entre les attentes de la société vis-à-vis des hôpitaux et la capacité des hôpitaux à répondre à ces attentes. D'accord. Je pense qu'on en demande trop à l'hôpital. On demande à l'hôpital d'être ouvert 24 heures. C'est-à-dire les urgences, c'est ça? On demande à l'hôpital de soigner toutes les pathologies tout le temps, à tout moment, avec des gens qui sont vieillissants, une population qui est vieillissante et qui a d'autres besoins. On demande à l'hôpital de faire de l'ambulatoire, c'est-à-dire de faire de la chirurgie de pointe et de faire sortir les gens le jour J, d'organiser l'accompagnement à la sortie. Maintenant, j'entends aujourd'hui, on demande à l'hôpital de jouer un rôle sur la prévention. Je pense qu'il y en a beaucoup, peut-être trop, et que c'est cette espèce d'écart qui j'ai l'impression, se creuse, qui a été aussi accentué au moment de la crise sanitaire. Moi, je pense qu'on a trop mis en avant l'hôpital. Alors, c'est peut-être pas bien de dire ça, comme pour un hospitalier, mais moi, c'est pas la première ligne. Si, de fait, c'est la première ligne, mais c'est pas la seule, et ça devait pas être la seule. Mais à un moment donné, c'est pas normal qu'un système entier repose juste sur les structures hospitalières. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, puisque en fait, il y avait plein de médecins de ville qui étaient sur le pont, il y avait plein d'autres professionnels de santé, et on a héroïsé un peu l'hôpital et ses soignants de manière un peu trop forte, parce que du coup, derrière, la chute, elle a été aussi un peu brutale pour les hospitaliers, c'est-à-dire à mettre trop les gens sur un piédestal. À un moment donné, la redescente, elle est un peu dure. Moi, j'étais parfois un peu gêné au moment de la crise sanitaire de ça, et je constate après coup que effectivement, on en a peut-être trop demandé. Les hospitaliers
c'est des gens formidables. Moi, je suis en hospitalier, je suis très attaché à l'hôpital. Vraiment, c'est quelque chose qui m'anime. Et je trouve qu'on en a un peu trop fait. D'accord. Dans quel sens? On peut avoir un peu de détails? Au moment de cette crise sanitaire, où il y a eu de la peur, la France avait peur, on avait tous un peu peur nous-mêmes. Et puis on a dit, l'hôpital va régler les problèmes, va accueillir les gens, va les soigner, va les vacciner. On nous a demandé de vacciner des gens, alors que c'est pas forcément une mission première de l'hôpital de vacciner, c'est de la prévention. Et je trouve qu'on en a beaucoup trop demandé, en fait. D'accord. Voilà. Et l'hôpital, pas les épaules larges, mais pas suffisamment larges pour tout prendre. D'accord. Vous avez eu plusieurs types d'expériences à l'hôpital. Il y a CH d'Amiens, Marseille, Grasse. Oui. C'est quoi la différence entre ces sites? Alors, beaucoup de différences. Déjà, un centre hospitalier universitaire, c'est différent d'un centre hospitalier général. Amiens et Marseille ont des activités de soins, d'enseignement et de recherche, contrairement aux centres hospitaliers généraux qui font du soin, principalement. La géographie n'est pas la même. À Amiens, on ne fait pas la même chose de la même façon qu'à Marseille ou à Grasse. Moi, je crois beaucoup à l'implantation de l'hôpital dans son environnement, dans son écosystème, dans la ville. Voilà. Les populations ne sont pas les mêmes, les besoins de santé ne sont pas les mêmes. Et chaque hôpital a une singularité aussi liée à son histoire et à ses ressources. Vous avez des hôpitaux qui vont être très proches, parfois même similaires, mais qui vont pas du tout soigner de la même façon parce que l'hôpital, c'est très humain et que le professeur de telle discipline a appris les choses de manière différente d'un autre et donc va faire les choses différemment. Donc il n'y a jamais deux hôpitaux qui se ressemblent. C'est des choses qu'on voit pas forcément de l'extérieur. Oui. Donc est-ce qu'on peut avoir des exemples? Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est que déjà les besoins de santé dans les hôpitaux, dans les bassins de vie sont pas les mêmes. Donc vous allez avoir des hôpitaux qui vont beaucoup développer avec une population qui a vieilli plus vite, qui vont beaucoup développer des prises en charge de gériatrie, d'autres qui seront pas du tout dans cette dynamique-là. Où vous avez deux hôpitaux qui vont avoir des visions de l'organisation de la prise en charge des urgences qui va être complètement différente d'un bassin de vie à l'autre. Il y a l'État qui doit réguler un peu ça et qui régule les agences régionales. Mais c'est normal que ça soit différent, quoi, aussi. Et il y a toujours un peu de spécificité, ouais, c'est bien. La médecine, c'est un art, hein. C'est pas toujours un truc qu'un process. Mais c'est ce qu'on ne voit pas, en fait. Exactement. C'est quelque chose qui est écrit nulle part, qu'on ne le voit pas. Exactement. C'est que des personnes comme vous qui ont pu avoir différentes implantations qu'ils peuvent le comprendre. Ouais. Si on revient sur peut-être la crise sanitaire, qu'est-ce que ça vous a appris autant en un an que en toute votre carrière? L'humilité déjà, beaucoup, parce qu'on se sent revenir à sa place quand on est face à une situation où moi je me souviens, on allait à l'hôpital, j'allais à l'hôpital le matin, la ville était déserte, je déposais mes enfants à l'école qui était vide aussi, c'était 4-5 gamins à être accueillis avec les fils de policiers, de gendarmes qui étaient accueillis, et puis dans un établissement où on se sent à notre place première, c'est-à-dire juste de dire comment va se passer la journée et comment on va accueillir les patients qui vont nous être proposés aujourd'hui. Parce que c'était ça, hein, au cœur de la crise, c'était ça, de dire on ne savait pas du tout ni ce que c'était cette maladie, ni ce qu'elle impliquait, ni ce qu'elle allait nous donner en termes de flux et de gravité. Donc on en était vraiment revenu de manière très, très humble à se dire chaque jour compte et chaque jour sa vérité. Après, c'était une expérience aussi de management humaine qui était très forte aussi, parce que forcément, dans ces moments-là, en fait, là aussi, il y a des dépassements de fonction, mais au sens noble du terme, où des chirurgiens qui, d'un coup, n'avaient plus d'activité programmée, proposaient d'être brancardiers ou être soignants pour les patients qui en avaient besoin. Et ça, c'est quelque chose en termes de solidarité qui est assez fort à vivre. Et puis aussi, je trouve que le sujet de l'hôpital dans la ville, là, était très fort parce que une espèce de mobilisation de tout un écosystème autour de l'hôpital, justement pour que l'hôpital puisse réaliser ses missions, qui là aussi, alors je pense, je le disais tout à l'heure, a peut-être été poussé un peu trop loin, mais qui était quand même assez impressionnant à voir fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hôpital devient le centre du monde, le centre de la ville,
et tout le monde s'organise pour que l'hôpital puisse faire ses missions correctement. Ça pouvait exister tout au long de l'année, ce serait super. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais c'était assez puissant à vivre aussi en expérience je dirige un établissement dans un écosystème. Ouais. C'est quoi qui vous plaît dans l'hôpital? Travailler là-dedans? Le premier sujet, c'est le sens des missions. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on sait qu'on contribue au fait qu'il y a des gens qui rentrent malades, qui sortent guéris. Ça, c'est super quand même, comme truc, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. De se dire, oui, mais vu que la mission est tellement complexe, et surtout aujourd'hui, et on se dit la tâche est quasi infaisable. Qu'est-ce qui vous fait, je sais pas, avoir envie, avoir espoir? Ça déjà, c'est quand même un ressort qui est assez puissant. Puis après, moi, je trouve que le fait que ce soit une organisation très humaine, c'est ça qui est aussi passionnant. C'est que le fait de faire ce qu'on appelle en bon français du management, c'est-à-dire que c'est de la gestion de l'humain. On ne sait jamais comment l'autre va réagir, on ne sait jamais comment ça va se passer, comment on crée du collectif, de l'engouement, il y a de la relation interpersonnelle avec des gens très différents. Un médecin ne réagit pas de la même façon que d'autres professionnels, qu'un directeur ou qu'un d'autre. Donc voilà, moi je trouve que le côté sens de la mission, plus le côté très humain, ça donne un truc, on s'ennuie jamais. Mais jamais à l'hôpital, il y a toujours un truc qui arrive, on est toujours... Voilà, il y a l'espèce d'après de machine à laver qui fait que c'est aussi fatigant, mais c'est passionnant. Ok. Si on devait reconstruire l'hôpital aujourd'hui, on commence par quoi? Eh bien, on commence justement pas par des murs, on commence par des systèmes d'information. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital, c'est le guide une gestion de flux, un peu, mais c'est de la gestion de flux, et je pense qu'il y a des hôpitaux, moi j'ai vu des hôpitaux à l'étranger, dans les pays asiatiques notamment, construits à partir du système d'information, à partir de la façon dont on va gérer l'information patient à tout moment de ses étapes, et puis après on met les murs. Okay. Donc voilà, moi je commence par construire un système d'information, de savoir quand le patient va rentrer, où est-ce que son information va être, comment elle va le suivre tout au long, de quoi auront besoin les soignants, qui a besoin de quoi, voilà, qui a besoin de quelle information à quel moment, et de faire en sorte que tout ce flux-là, il soit hyper fluide et qu'on construise pas des murs entre un service d'urgence et un service d'imagerie, et après on va se poser la question de savoir, tiens, comment je vais mettre l'image que je prends dans le dossier qui est aux urgences. Et puis là, j'y arrive pas parce que c'est pas le même système d'info et que je dois créer des ponts. Et c'est comme si vous construisez un mur dans lequel vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir une porte. Ou alors, pour ouvrir la porte, il vous faut 50 000 €, ce qui est le prix moyen d'un connecteur entre deux systèmes d'information aujourd'hui. Donc moi, je construis un système d'info hyper fluide et ensuite des murs. Ok. Et je sais pas, après, du coup, il y a les gens, il y a l'éducation, c'est ça, de la société avec l'hôpital? Oui, ça, je pense que c'est un sujet important, mais c'est un sujet du système de santé. C'est de dire, c'est quoi le rôle de l'hôpital aujourd'hui et c'est quoi le rôle de l'hôpital dans un écosystème plus large où il y a des gens qui font de la prévention, des gens qui font du soin primaire, du soin de ville, des gens qui font de la rééducation, et puis au milieu de ça, il y a l'hôpital. C'est ce qu'on appelle en France l'hospitalocentrisme, qui est vraiment... je trouve très présent quand même, de dire l'hôpital n'est pas au centre du sujet. Le patient est au centre. Mais l'hôpital, c'est pas le cœur du dispositif. C'est vrai que c'est un peu dur pour un hospitalier. C'est un exercice aussi un peu d'humilité. Oui, c'est ça, c'est que c'est l'élite. Donc on se dit, l'élite, elle est au milieu ou elle est en haut. Ou tout le monde la voit, ou j'en sais rien. Non, pas toujours. Et je pense que l'hôpital n'a pas intérêt à être toujours au centre, au milieu, et être dans sa juste place. L'hôpital, c'est un plateau technique. Les deux caractéristiques de l'hôpital. Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de l'hôpital? C'est quoi? C'est un plateau technique, c'est de la technique très 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 forte, et deux, un collectif. C'est-à-dire que c'est plusieurs professionnels qui vont donner parfois un avis. C'est que vous avez un urgentiste avec un radiologue, avec un urologue, parce qu'il va y avoir un problème d'urologie, qui vont donner un avis et qui vont se retrouver à un moment donné autour du même patient. C'est ça les deux valeurs ajoutées de l'hôpital. Le reste, tout ce qui est prévention, soins primaires, rééducation, peut être fait et doit être fait ailleurs qu'à l'hôpital. Du coup, qu'est-ce que pour vous ça passera par donc on a bien compris que ça passera par les achats, la transformation de l'hôpital. mais du coup, mais quoi d'autre?
Je pense qu'on a parlé, je trouve que l'éducation... La tech, on a vu, l'éducation des citoyens à un écosystème un peu différent, il y a une prise en charge différente. Même nous, en tant qu'individus, on a des habitudes de santé qui doivent changer et qui changent. Quand on est malade, on va pas aux urgences. Quand on est malade, on essaie d'abord de regarder comment on peut être pris en charge par le système différemment. Je trouve que ça, c'est un vrai sujet qui va avoir ensuite un impact sur l'hôpital. Il y a les sujets effectivement numériques, transformation en numérique. Après, on sait aussi, là aussi, c'est des sujets importants, même si je l'ai mis après le numérique. L'hôpital a besoin d'investissement en termes de bâtiments. Voilà, on a tous une expérience de l'hôpital, on a parfois des locaux, certains établissements qui ont besoin absolument d'être rénovés. Donc voilà, il y a des besoins aussi là-dessus. Et puis, il y a besoin aussi, je pense que pour les hospitaliers, de garder du sens, de réussir, ou de retrouver parfois aussi du sens aux missions, de réexpliquer justement aussi quelle est cette place de l'hôpital, comment l'hôpital est positionné dans le système de santé comme un acteur parmi d'autres, ce qui permettra aussi de redonner du sens aux missions des soignants à l'hôpital. Ok, bon, je continue puisque c'est quand même un sujet qui, je pense, nous intéresse tous, de savoir comment l'hôpital se transforme et comment on en fait, je sais pas, un espace où il y a de la place en fait, où il y a de l'air pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Du coup, ça veut dire qu'il faut pas commencer. Enfin, en fait, ça sert à rien de rebâtir des murs et de réinvestir dans des murs si on n'a pas déjà remis un système à plat, un système d'information. Si dans la tête des gens, on sait pas. En fait, il faut commencer par la tête des gens, c'est ça? Oui. La tête des gens, qu'est-ce que doit être l'hôpital? Puis ensuite, du coup, le flux diminue. Puis ensuite, j'y vais, je me lance dans un schéma, mais puis ensuite, ça veut dire que le flux est différent et ensuite, on peut reconstruire des centres qui accueillent ça, quoi. Voilà. Et c'est à quoi on sert dans le système, puis comment les autres s'organisent, parce que il suffit pas de dire, là aussi, c'est pas qu'un discours, il suffit pas de dire l'hôpital doit plus accueillir toutes les urgences 24 heures sur 24 pour que ça se fasse comme ça d'un claquement de doigts. Il faut encore que la médecine de ville s'organise, que les choses soient organisées. Donc, il faut aussi regarder un peu son écosystème. Et puis ensuite, effectivement, une fois qu'on sait à quoi on sert, on sait comment les autres s'organisent et quelle place on a dans le dispositif, qu'on reconstruise les choses dans le bon ordre, en redonnant ce sens-là à tout le monde, en disant, voilà, c'est là où on veut aller, c'est la trajectoire qu'on veut voir. J'aimerais qu'on parle un peu des carrières des gens qui sont à l'hôpital, parce que je sais que c'est un sujet qui vous plaît aussi, qui vous intéresse. Comment vous le voyez et aujourd'hui et comment il faudrait que ça se transforme? Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez formidable à l'hôpital, c'est quand on y rentre, en général, on y est très attaché et si on s'y plaît, on y reste. C'est vraiment, moi, j'ai vu, que ce soit chez les médecins, chez les directeurs, chez les soignants, des gens très attachés à l'hôpital qui y font carrière. Comme on disait avant, c'est vraiment, voilà, c'est important. Malgré tout, c'est une force, mais c'est aussi un peu une faiblesse de l'hôpital, qui aurait intérêt à être plus ouvert. Et ouvert dans les deux sens. C'est-à-dire laisser partir certains talents à un moment donné, peut-être pour mieux revenir, et de dire, bah oui, les médecins peuvent aller faire un peu carrière ailleurs, des directeurs aussi, des soignants également. Et puis s'ouvrir un peu, c'est-à-dire être en capacité aussi parfois d'accueillir, ce qui n'est pas toujours simple. Et là, je parle notamment pour les directeurs, d'arriver à accueillir d'autres profils que des profils purement hospitaliers qui connaissent que ça. Ça se fait de plus en plus, mais c'est quand même un mouvement un peu lent qui, à mon avis, est très important pour l'hôpital de demain. Ok. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'en fait, il y a des blocages qui sont liés au diplôme, qui sont liés au statut en fait des gens, et j'ai envie de dire juste, c'est ça, de la culture, juste de l'acceptation. Je pense beaucoup culturel. Après, l'hôpital est aussi un monde très complexe. Moi, j'ai fait des recrutements de gens qui venaient d'autres secteurs que l'hôpital qui s'y sont jamais fait. Parce que c'est très complexe. Hiérarchique, c'est ça? C'est très humain, hiérarchique. Il y a une force aussi de la structure, enfin, un poids de la structure aussi très fort. Donc, ça plaît pas à tout le monde. Mais je pense que certains profils peuvent bien s'y retrouver et qu'il faut essayer d'ouvrir ça de manière... Ouais, et l'idée, c'est quoi? C'est de donner de l'air frais? C'est quoi? Oui, impulser des choses, c'est ça? Des idées nouvelles, des façons de faire différentes. On sait qu'à l'hôpital,
il y a beaucoup de forts besoins sur la structuration des process. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien fait. Moi, j'avais toujours tendance à dire que des gens qui savent faire en termes d'ingénierie, de profil d'ingénierie par exemple, sont très précieux pour moi à l'hôpital. Et les filières d'ingénieurs hospitaliers, elles permettent pas de couvrir tous les besoins, donc il faut aller chercher des talents ailleurs sur ces profils-là. Moi, j'avais toujours tendance à considérer aussi que les fonctions de RH, par exemple, à l'hôpital, elles peuvent aussi s'ouvrir, parce qu'un bon DRH, DRH, c'est une fonction où les gens aiment les gens, voilà, c'est humain, DRH. Et on peut être très humain ailleurs qu'à l'hôpital. Voilà, c'est pas l'apanage des directeurs hospitaliers. Donc voilà, c'est des profils comme ça qu'il faut faire venir, je trouve, à l'hôpital. C'est plutôt intéressant. C'est quoi? C'est pour redonner... En fait, c'est à la fois donner du sens au carrière des gens, c'est donner un souffle, c'est ça, pour ceux qui y sont, c'est contribuer à une transformation, c'est ça? Ouais, ça amène de l'expertise, ça amène effectivement des compétences nouvelles. Ça amène ouvrir les limites, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça amène des façons de réfléchir différentes. Des façons de travailler différentes aussi. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour l'hôpital de s'ouvrir de ce point de vue. Ok. Une question avant de passer aux choses un peu plus personnelles, c'est si vous deviez redevenir patron d'hôpital aujourd'hui, à force de cet écart chez UniHA, qu'est-ce que vous feriez différemment? Peut-être que je verrais la fonction achat de manière très différente, ça c'est sûr. Je la positionnerais de manière beaucoup plus stratégique qu'aujourd'hui. J'adhérerais à UniHA si mon établissement n'était pas fait. Non, voilà, c'est vrai que la vision de la place stratégique de l'achat, elle serait complètement différente pour moi, ça c'est sûr. Ok. Maintenant, j'aimerais parler un peu de vous et peut-être de comprendre ce qui vous rend différent. Peut-être quand vous avez commencé votre carrière, les gens disaient quoi de vous? Qu'est-ce que les gens disaient de moi quand j'ai commencé ma carrière? J'en sais rien. Quand vous n'étiez pas formaté, quoi. C'est ma question. Quand j'étais pas formaté. Mais est-ce que je suis formaté aujourd'hui? Moi, j'ai toujours eu, pour répondre à votre question de manière avec un peu de biais, j'ai jamais eu en fait, j'ai toujours eu la volonté de ne pas être formaté. Parce que, justement, quand on est directeur d'hôpital, moi, on me disait souvent, alors, si tu veux être chef d'établissement, parce que moi, j'ai toujours voulu être chef d'établissement. Ça fait partie... Vous êtes né pour devenir chef d'établissement? Je sais pas si je suis né pour, mais en tout cas, ça m'a toujours attiré. Parce que dans le métier de directeur d'hôpital, ce qui m'a attiré, c'est le fait d'être dans le secteur de la santé hospitalier et aussi d'avoir beaucoup d'autonomie et de capacité à décider. Voilà, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, on me disait, si tu veux être chef d'établissement, il va falloir que tu sois directeur des ressources humaines, puis directeur des finances. C'est un peu la voie royale pour arriver ensuite à être chef d'établissement. Et j'ai fait tout sauf ça. Tout l'inverse. J'ai jamais été DRH, j'ai jamais été directeur. Vous aviez quoi comme études? J'ai fait du droit public et Sciences Po. D'accord. Ça, c'était assez classique. Ça allait, mais ouais. Formaté. Mais dans ma carrière, dans la construction de ma carrière, j'ai fait des choses beaucoup plus opérationnelles, de terrain, pour comprendre le fonctionnement hospitalier. Mon premier poste à Amiens, je pense que c'est l'un des postes qui m'a le plus apporté. J'étais auprès des équipes des services et des pôles pour les aider à préparer le déménagement du CHU qui a déménagé toutes ses activités sur 6 mois. Et là, pour comprendre la façon dont ils devaient s'organiser demain et de les aider, j'ai dû déjà comprendre la façon dont ils travaillaient. Et je suis allé dans les services pour comprendre vraiment le fonctionnement de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est dans mon expérience, c'est une expérience qui m'a le plus apporté. J'imagine. Ah oui. J'imagine. Et c'était pas DRH, c'était pas directeur financier. Voilà. Du coup, vous avez été capable, en fait, de le revendre à un moment donné pour dire... Oui. Pour expliquer que c'était hors des cases, mais ça passait. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui, là aussi, moi, j'ai une vision du directeur d'hôpital qui est pas une vision d'un gestionnaire. Il y a une question qui revient souvent pour les métiers de directeur d'hôpital, c'est mais pourquoi vous n'êtes pas médecin?
Parce qu'en fait, on est quasiment le seul pays au monde où les dirigeants hospitaliers ne sont pas des médecins. Et bon, moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Hein. Je suis désolé de ne pas être médecin. Vous trouvez ça très bien. Mais je trouve ça très bien aussi qu'il y ait des médecins qui dirigent les hôpitaux. En fait, c'est pas un sujet, je trouve, en soi. Non, mais en plus, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a des médecins aujourd'hui qui dirigent les hôpitaux et c'est très bien. Voilà. C'est pas vraiment le sujet. Par contre, effectivement, ce contre quoi je me suis souvent un peu érigé, c'est de dire que le directeur d'hôpital est juste un gestionnaire qui doit gérer le budget, les recrutements et les sujets de gestion de patrimoine hospitalier. Non, le directeur d'hôpital est un directeur qui gère l'ensemble du fonctionnement et peut-être surtout le fonctionnement de l'hôpital. C'est la façon dont ça fonctionne, c'est ça qui fait la clé. Les finances, c'est que la conséquence de la façon dont on est organisé, la façon dont on fonctionne. Et donc moi, j'ai toujours milité pour un positionnement de la fonction de directeur sur justement le positionnement, le fonctionnement, le pilotage opérationnel des activités. Ouais. Et du coup, ma carrière, elle a été construite comme ça. Je me suis occupé de l'organisation de l'hôpital avant d'être ensuite chef d'établissement. D'accord. Donc on disait de vous que vous n'étiez pas formaté. Peut-être. Et aujourd'hui, du coup, comment vous décririez votre force dans la mission que vous exercez aujourd'hui ? Je pense que ma force, ça reste aussi la connaissance et la prise en compte des intérêts de l'hôpital. Quand on est acheteur, on est entre les deux, en fait. On fait le pont. Nous, IHA, on est un peu en rôle de pivot entre l'hôpital et l'industrie. Notre positionnement et notre force, et je pense, moi, ma force et mon apport, c'est de toujours privilégier l'intérêt de l'hôpital. Voilà. On est entre les deux. Au service de, ok. Mais on reste au service de l'hôpital. Ok. Peut-être, en dernière question, pour vous, quel serait un idéal de collaboration entre, justement, un administratif, un gestionnaire et un professionnel de santé ? C'est quoi ? Vous parliez de trouver cette fameuse zone d'entente, c'est quoi ? Moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Moi, mon idéal, j'ai travaillé pendant 4 ans à Grasse avec un président de commission médicale d'établissement, donc un médecin qui était le médecin élu par ses pairs en tant que président pour s'occuper justement des activités médicales. Et c'était pour moi un idéal de coopération dans la mesure où moi, je le consultais et on discutait sur quasiment chacune des décisions importantes que je prenais. Sur un mode coopératif très ouvert et très transparent, et que, in fine, quand on prenait une décision, on pouvait ne pas être d'accord, et dans mon bureau, parfois, on exprimait nos désaccords. Par contre, quand on sortait, chacun tenait la ligne qu'on avait définie de manière absolument infaillible. Et ça pour le coup, c'est pour moi un modèle de coopération, c'est d'être en capacité d'exprimer ses désaccords en préparation de décision. Quand on a décidé quelque chose, en revanche, on est solidaire l'un de l'autre, et il y a, in fine, une responsabilité qui est partagée devant les équipes. Voilà. Je pense que ça, c'est pour moi l'idéal. C'est quelque chose du coup qui se fait, qui est faisable, et pour vous, c'est une des clés de transformation de l'hôpital ou pas ? Oui, même si je pense que les sujets de gouvernance hospitalière sont un peu, je vais prendre l'expression de jeunes, c'est un peu surcoté, je trouve. On en parle beaucoup, alors qu'en fait, c'est pas vraiment un problème. Moi, j'ai vu des hôpitaux, tous les hôpitaux dans lesquels je suis passé, il n'y a pas de sujet de gouvernance, il y a une bonne entente entre les directeurs et les médecins, ça fonctionne de manière fluide. Voilà. C'est vraiment, voilà. Après, il y a des endroits où ça peut poser problème. C'est pas un problème systémique. C'est des problèmes interpersonnels qui peuvent ressortir à un moment donné. Mais le sujet, ça. Et c'est quoi votre rêve pour l'hôpital dans 10 ans ? C'est d'avoir réussi à avoir un hôpital bien positionné dans la ville, à son bon endroit, à sa bonne place, numérisé, digitalisé. Un hôpital où il y a plein de process qui ont été facilités par de l'IA, par des processus numériques, et puis décarboné aussi, parce que l'empreinte carbone de l'hôpital, elle est forte aujourd'hui, donc si on peut la diminuer, c'est plutôt pas mal. Avec les bonnes personnes qui y vont, quoi. Exactement. Ouais. Merci infiniment pour votre franchise et votre engagement.
Vous nous avez montré qu'au-delà des défis, il y a aussi des leviers, des solutions concrètes pour transformer notre système de santé. Pour nos auditeurs qui ont envie d'approfondir ces sujets, où est-ce qu'ils peuvent se rendre ? Eh bien, ils peuvent se rendre sur notre site internet, déjà, qui propose pas mal de choses. Uniacha.org, qui propose pas mal de choses et de contenu. Et puis, ils peuvent nous contacter facilement. On a plein de points de contact qui pourront les orienter. Vous êtes aussi beaucoup sur LinkedIn. Un peu. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines conversations avec les leaders qui transforment la santé. À bientôt. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.